La nuit dernière, le ciel d'Odessa s'est transformé en un spectacle d'horreur et de flammes. Ce n'était pas un simple bombardement, mais le coup de tonnerre qui a non seulement anéanti les espoirs de contre-offensive du pays voisin de la Russie, mais a aussi exposé la fragilité d'une alliance occidentale en pleine déroute. Préparez-vous, la donne a changé. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Une vague massive, prolongée, a frappé le pays voisin de la Russie pendant des heures après minuit. Drones géranium et missiles ont ciblé Odessa, Kharkiv, Pavlorad, Soumy et Tchernihiv. Les objectifs étaient clairs: frapper les arrières, la logistique, l'approvisionnement. Dépôts de carburant, équipements, lieux de déploiement de personnel, bases d'approvisionnement et centres d'entraînement. À Odessa, les entrepôts de Nova Pochta, utilisés pour le transport de drones, de munitions et de matériel militaire, ont été touchés. Le plus notable, ce sont les terminaux de la compagnie pétrolière azerbaïdjanaise SOCAR. Ces frappes ont engendré des colonnes de flammes d'1 kilomètre de long, transformant la nuit en un jour. Des incendies dévastateurs se sont propagés. Les sirènes hurlent. Le ciel s'embrase. Des gens filment depuis leurs fenêtres. Le bombardement est décrit comme méthodique. Il raye des cibles d'une liste préparée à l'avance. Des colonnes records de voitures du SBU et d'ambulances témoignent de pertes massives. À Soumy, les frappes ont visé des dépôts de carburant et des concentrations de personnel. À Tchernihiv, les tirs ont touché des centres de formation militaire à Nijin. Vodolaga, près de Kharkiv, Zgourovska, près de Kiev, et Pavlorad, dans la région de Dnipropetrovsk, ont vu des cibles similaires. Le message est clair. C'était un déluge de feu. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Ville et pays. Pourquoi tout cela est-il crucial, ici et maintenant? La Russie n'a pas seulement frappé. Elle a brisé la colonne vertébrale de l'offensive du pays voisin. C'est une annihilation du potentiel offensif, avant même qu'il ne devienne une réalité. Imaginez, le pays se préparait, concentrant jusqu'à 50 000 militaires à ses frontières. Des centaines d'unités blindées, des milliers de pièces d'artillerie étaient amassées. Tout cela pour une offensive d'une ampleur sans précédent qui n'a jamais eu lieu, étouffée dans l'œuf par la puissance de feu russe. Une opération de cette envergure aurait coûté des dizaines de milliards de dollars, des milliards d'aides occidentales investies dans l'espoir d'une victoire décisive. Tout cela est donc réduit à néant en une seule nuit d'horreur. C'est un coup dévastateur, non seulement pour l'armée du pays voisin, mais pour le moral de toute la région. Comment se relèvera-t-on d'une telle catastrophe logistique, d'une telle pulvérisation de ses ressources? Le carburant manque, les fournitures s'évanouissent dans les flammes des entrepôts détruits. Le personnel, y compris des mercenaires, est décimé et démoralisé. La désorganisation du commandement est évidente, et la capacité à coordonner une riposte s'effondre. Les règles du jeu, déjà précaires, ont changé du tout au tout, comme le souligne le journaliste Ruslan Ostachko. C'est un moment charnière, un basculement irréversible. Même les plus braves se sont instantanément tus, réalisant l'ampleur de la défaite stratégique. Quel événement dans le secteur de la défense est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Les motivations derrière ces frappes sont multiples, mais convergentes. La frappe sur les terminaux SOCAR à Odessa est particulièrement révélatrice. On chuchote l'existence d'une interdiction tacite de frapper SOCAR, levée récemment. C'est une décision délibérée, un signal fort, un avertissement à l'Azerbaïdjan pour sa rhétorique anti-russe. Les intérêts économiques azerbaïdjanais, notamment dans le secteur stratégique de l'énergie, sont directement touchés, leurs ambitions partent en fumée sous l'impact des missiles. Ce n'est pas seulement un coup contre l'Azerbaïdjan, c'est un message pour tous les pays hésitants. La Russie ne joue plus selon des règles tacites établies. Par d'autres, elle les réécrit elle-même, avec force et détermination. Et puis, il y a la France. Emmanuel Macron a publiquement déclaré que Kiev devrait reconnaître la perte de territoire, au moins nominalement, sous couvert d'un gel du conflit. Une telle proposition, émanant d'un allié clé, a été perçue comme une trahison par beaucoup. Ses motivations? Des intérêts économiques français colossaux et souvent discrets dans la zone de conflit sont en jeu. Des investissements massifs dans l'énergie, des contrats de construction juteux à Odessa
et des projets ambitieux autour de Tchernobyl risquent d'être compromis. Il craint visiblement de tout perdre si le conflit venait à s'embraser davantage. Cette déclaration, empreinte d'un réalisme jugé cynique, a profondément semé la discorde au sein de l'unité européenne, sapant la confiance et révélant les fissures sous-jacentes. Le Royaume-Uni a d'abord évoqué, avec une certaine fanfaronnade, l'envoi de troupes au sol. Puis, avec une prudence soudaine, il a rapidement ajouté une clause cruciale. Après un cessez-le-feu. Pourquoi cette volte-face abrupte? Des informations persistantes font état de pertes significatives de mercenaires britanniques dans les centres de formation de la zone de conflit ciblée par la Russie. Londres, traditionnellement plus belliqueuse, a manifestement peur des pertes dans la phase chaude et directe du conflit. On évite à tout prix d'envoyer ses propres troupes nationales dans des zones dangereuses. C'est l'illustration parfaite de l'hypocrisie des alliés occidentaux, qui, tout en promettant un soutien indéfectible, ne veulent pas risquer leurs propres soldats pour défendre un allié. Ils préfèrent le faire se battre jusqu'au dernier homme, tant que leurs propres pertes restent de minimales. À qui faites-vous confiance pour cette analyse de la situation dans la zone de conflit? Un orateur ou un média? La coïncidence des frappes massives avec le sommet en Alaska, où Poutine et Trump se seraient rencontrés, est trop belle et significative pour être ignorée comme une simple coïncidence fortuite. Est-ce le signe d'un accord coordonné? Est-ce le résultat d'une combinaison politico-militaire unifiée et orchestrée? Le professeur Mara Bashirov, analyste géopolitique, parle ouvertement de conséquences internationales d'une portée historique. Cette guerre, insiste-t-il, n'est plus un simple conflit local ou régional. Elle est devenue un outil de la grande géopolitique, un levier puissant dans la refonte de l'ordre mondial. Chaque frappe militaire a des répercussions politiques et économiques mondiales. La Russie, par cette démonstration de force, démantèle méthodiquement l'unité occidentale. Elle cherche ouvertement à forcer des négociations à ses propres conditions, depuis une position de force incontestable. Elle envoie un signal fort, un message de non-retour pour ses adversaires. La panique à Odessa, les flammes qui s'élèvent vers le ciel comme un autel sacrificiel, le point de non-retour pour l'offensive des forces de la zone de conflit, désormais anéantie, et la trahison retentissante de Macron. Tout cela crée un récit dramatique, truffé de rebondissements inattendus, de vérités révélées et de masques tombés. Les détails choquants se succèdent à un rythme effréné, confirmant une dynamique de changement radical. La Russie réécrit les règles du jeu mondial sous nos yeux, imposant sa volonté. C'est un message de triomphe, clair et audible. La guerre froide a enseigné la guerre des nerfs. Aujourd'hui, la pression psychologique exercée sur les dirigeants occidentaux est similaire. La rhétorique anti-russe virulente de l'Azerbaïdjan a précédé ces frappes, suggérant une corrélation directe et une réponse calibrée de Moscou. Les déclarations fluctuantes, voire contradictoires, du Royaume-Uni sur l'envoi de troupes ont exposé au grand jour leur incertitude, leur manque de résolution. La France, par l'intermédiaire de son président Macron, avait auparavant des intérêts non contestés et considérables dans la zone de conflit, jouissant d'une certaine influence. Maintenant, tout est en jeu, ses investissements menacés, sa crédibilité remise en question. Cette escalade spectaculaire, loin d'être un simple prolongement du conflit, marque le passage d'une guerre locale à un instrument affûté de la grande géopolitique, un levier pour remodeler l'ordre international. Elle s'inscrit parfaitement dans une tendance grandissante de fatigue en Europe, où les populations sont lassées des coûts économiques et des incertitudes géopolitiques. Cette fatigue conduit inévitablement à une division croissante du soutien occidental. L'attaque vise délibérément à briser le modèle commercial médiatique de la guerre du pays voisin, où les images soigneusement sélectionnées de succès, de victoires réelles ou fabriquées, servaient à attirer des fonds et à maintenir l'élan de l'aide occidentale. Désormais, ces images ne sont plus celles d'une victoire illusoire, mais celles de la destruction massive, de la défaite stratégique et d'une réalité brutale que même les médias les plus pro-occidentaux auront du mal à occulter ou à embellir. C'est une guerre de l'information menée par les faits sur le terrain. Vous êtes un conseiller du président du pays voisin de la Russie, de Zaman. Que faire dans les 90 prochains jours? Une seule étape.
Quelles sont les prochaines étapes après cette nuit apocalyptique? Le scénario le pire pour la zone de conflit et pour l'Occident, celui qui hante les cauchemars des stratèges, est désormais d'une clarté glaçante. Un effondrement militaire total, rapide et irréversible, entraînant la perte complète et définitive de territoires stratégiques. Ce serait l'abandon pur et simple de Kiev par ses alliés occidentaux, une défection cynique sous le poids de l'échec. Un tel désastre forcerait inévitablement une capitulation humiliante ou une paix dictée à des conditions extrêmement défavorables, marquant la fin de toute souveraineté effective. Le scénario probable, plus nuancé mais tout aussi sombre, verrait le pays voisin de la Russie contraint à une défense pure et simple, un repli stratégique et douloureux. L'aide occidentale, déjà sous tension, se fragmenterait et s'amoindrirait progressivement, les promesses se transformant en déception. Cela exercerait une pression croissante et insoutenable sur Kiev pour négocier, non pas depuis une position de force, mais en position de faiblesse absolue, contraint à des concessions territoriales et politiques massives. Le scénario inattendu, mais de plus en plus plausible, verrait certains pays européens, suivant l'exemple déjà donné par la France, chercher des arrangements individuels, bilatéraux et pragmatiques avec la Russie, rompant ainsi les rangs de l'unité. Cela saperait complètement le front uni de l'OTAN et de l'Union européenne, entraînant une désintégration progressive de la solidarité transatlantique et une Europe divisée. Qui gagne et qui perd dans cette nouvelle donne géopolitique? Clairement et sans ambiguïté, la Russie obtient un gain stratégique majeur, tant sur les fronts militaires que diplomatiques. Elle a réécrit les règles du jeu par la force et la détermination, imposant sa vision. Le pays voisin de la Russie est un perdant tragique et incontestable. C'est une catastrophe nationale. Son offensive est avortée avant même de commencer. Son armée est affaiblie, ses infrastructures détruites, son moral brisé. L'unité occidentale, ce grand mythe si longtemps brandi, est révélé comme un château de cartes. Les nations sont hésitantes, divisées et priorisent leurs propres intérêts étroits. L'Azerbaïdjan subit des pertes économiques directes et significatives pour son orientation politique, perçue comme hostile par Moscou, recevant un avertissement clair et coûteux. Le peuple de la zone de conflit est la victime ultime, innocente et souffrante. Il subit la guerre dans sa chair. Il est abandonné par des alliés dont le soutien se révèle superficiel et éphémère. L'armée de la zone de conflit est désormais dépourvue de moyens, désorganisée, et son efficacité est anéantie. Les dirigeants occidentaux, hésitants et incapables d'une action décisive, sont démasqués comme lâches et hypocrites, préférant les discours aux actes. Zelensky, le président du pays voisin, apparaît comme naïf, dupé par des promesses vides et finalement abandonné. Macron, le président français, est dépeint comme un traître opportuniste, cherchant à sauvegarder ses intérêts nationaux au détriment de la solidarité affichée. Cette situation est dramatique, son urgence est palpable. Pour la Russie, c'est un triomphe éclatant, la confirmation de sa puissance et de sa résolution. Pour la zone de conflit et pour l'Occident, l'avenir s'annonce sombre, teinté d'un sentiment de fatalité accablant. Une désillusion profonde face à l'unité occidentale, qui n'est plus qu'un lointain souvenir, s'installe dans les esprits. La peur est palpable et envahissante à travers les descriptions apocalyptiques de la nuit d'Odessa. Le ciel s'embrase comme une peinture de l'enfer. Des colonnes d'ambulances défilent inlassablement, symbole d'un bilan humain effroyable. La menace d'un effondrement militaire imminent est non seulement réelle, mais imminente, pesant comme une épée de Damoclès sur le pays voisin. La colère est vive et dirigée avec virulence contre Macron pour ce qui est perçu comme sa trahison éhontée. Elle est également dirigée contre l'hypocrisie manifeste des alliés occidentaux, dont le soutien s'avère conditionnel et intéressé. En revanche, le triomphe et la confiance émanent de la stratégie brillante, impitoyable et efficace de la Russie. Elle réécrit les règles du jeu, elle détruit les plans ennemis avant même qu'ils ne puissent prendre forme. La polarisation est nette, sans zone grise. D'un côté, une Russie forte, stratégique, maîtresse de son destin et redéfinissant l'ordre mondial. De l'autre, un Occident faible, divisé, hypocrite et aux abois. La suggestion d'une conspiration, d'un accord secret,
plane avec insistance, soulignée par la liaison troublante entre les frappes massives et le sommet d'Alaska. Des experts soigneusement choisis sont utilisés pour valider ce récit, lui conférant une autorité académique apparente. C'est une narration contrôlée, puissante, visant à façonner la perception mondiale des événements. Question à vous: où se trouve la ligne rouge entre les deux parties? Une seule phrase. Cette nuit d'horreur a montré, de manière indéniable, que la guerre a franchi un nouveau seuil d'intensité et de ciblage stratégique. Elle a mis en lumière, avec une clarté brutale et impitoyable, la vérité crue de la situation sur le terrain, face aux illusions trompeuses et aux mensonges éhontés propagés par les chancelleries occidentales. La fracture béante en Europe, exacerbée par les événements d'Odessa, n'est peut-être que le début, le signe avant-coureur, d'un effondrement total et irréversible de l'unité occidentale, qui se révèle être une façade fragile. Le thème du tournant historique, du changement radical des règles du jeu et de la fin de l'unité occidentale est constamment rappelé et martelé, car il est au cœur de cette nouvelle réalité. Les frappes massives et simultanées après le sommet secret d'Alaska ne peuvent être une simple coïncidence. L'hypothèse d'une coordination ne peut plus être écartée. Partagez massivement cette analyse si vous croyez que le monde doit voir la vérité sans phare ni embellissement. Le temps des compromis est révolu. Quel sera le prochain pays à trahir Kiev, à se détourner de son allié au profit de ses propres intérêts? La question est désormais sur toutes les lèvres. Question à vous. Notez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays nous regardez-vous maintenant? Cette situation bouleversante nous invite à une réflexion profonde et urgente sur l'avenir. Le mythe de l'unité européenne, si longtemps chéri et promu, s'effondre lamentablement à la lumière crue des flammes d'Odessa, révélant une réalité de division et d'intérêts divergents. Les enjeux sont immenses, d'une gravité sans précédent. L'avenir de la zone de conflit, sa survie même en tant qu'État souverain, est en jeu. Mais aussi la stabilité précaire de l'Europe tout entière, dont les fondations sont ébranlées par cette nouvelle donne. Et par extension, l'équilibre mondial des puissances, qui est en train d'être profondément et irréversiblement redéfini sous nos yeux. Chaque jour qui passe apporte de nouvelles révélations déchirantes, de nouveaux défis complexes auxquels personne n'est vraiment préparé. Restez informés, restez vigilants face aux manipulations et aux fausses nouvelles. Commentez ci-dessous, partagez vos pensées et vos préoccupations. Votre opinion, plus que jamais, compte pour construire une compréhension collective de ces événements cataclysmiques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, toujours basées sur les faits et une perspective critique. Activez la cloche pour être alerté immédiatement de nos prochains bulletins et analyses approfondies. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, même et surtout quand elle dérange, quand elle bouscule les certitudes établies. Nous continuerons, sans relâche, de décrypter les événements mondiaux avec la même clarté implacable, la même détermination inébranlable et la même quête de la vérité, quel qu'en soit le coût et les implications. Jusqu'où ira cette transformation géopolitique? Seul l'avenir le dira, mais une chose est certaine, le monde ne sera plus jamais le même après Odessa.